Je suis pas natif du Grand Est, moi c'est le Sud-Est, la région de Lyon, Grenoble. J'ai été un jour comme ça parachuté à Strasbourg parce qu'il y avait un petit groupe de pratiquants, Kagupa, et qui n'avaient pas de lama, et moi j'étais disponible, donc je me suis installé à Strasbourg en 97, et je suis resté presque 12 ans à Strasbourg, et puis 12 ans après on a senti le besoin d'aller un peu à la campagne, et on a trouvé ici dans les Vosges eh bien, cet ancien centre de vacances qu'on a pu acheter et transformer en centre du Dharma, et ça fait maintenant 17 ans que nous sommes installés ici. Donc on n'est pas loin de Strasbourg, pas loin de Nancy, pas loin de Mulhouse, pas loin de Colmar, donc c'est assez central. Saint-Dié, c'est une petite ville très accueillante. Le village a été très accueillant aussi par rapport à notre communauté. Et Saint-Dié, c'est une ville où il y a 2 TGV par jour pour Paris, donc on est au calme, au silence, sans être isolé. Donc c'est très bien. Donc ce centre est sous la direction spirituelle de Ringu Tulku Rinpoche. Il était déjà à la tête de notre centre quand on était à Strasbourg. Rinpoche qui vit à Gangtok au Sikkim, mais qui sillonne la planète tout au long de l'année, vient ici chaque année et pour un week-end ou quelques jours d'enseignement. Il organise aussi un summer camp international pour sa Sangha internationale au Portugal chaque année d'une semaine. Donc on y participe bien sûr. Et puis il faut souligner aussi son association Rigul Trust qui promeut tout ce qui, comment dire, le dharma, mais pas seulement le dharma, aussi l'éducation et les soins dans sa région native du Tibet. Chaque semaine, un tour de rôle. Il y en a un d'entre nous qui sera désigné comme étant Chöpen. Le Chöpen, c'est celui qui va ouvrir l'autel le matin, en remplissant les bols d'eau, en faisant les offrandes, et qui chaque soir videra les bols d'eau. On fait des offrandes tous les jours au Bouddha. Ce sont des offrandes pour la réjouissance des sens. Le premier, c'est le bol d'eau. Ça symbolise l'eau pour étancher la soif des désirs et des passions. Après, il y a le bol pour se laver, pour se purifier. Ensuite, l'offrande de fleurs, l'offrande d'encens, de lumière, qui symbolise la nature de l'esprit, la clarté de l'esprit. Il y a le bol qui symbolise l'union de la sagesse et de la compassion. Le bol d'offrande pour la nourriture et pour la musique. Et puis le Chöpen a aussi chez nous pour fonction de préparer le petit déjeuner, de sonner la cloche pour le réveil, de sonner les gongs pour toutes les sessions qui auront lieu dans le temple. Et puis aussi le Chöpen sera celui qui va officier pendant les rituels dans le temple, qui fera les offrandes, qui va consacrer les offrandes. Voilà, c'est lui qui officiera pendant les pratiques, les rituels.
Quelle est la journée d'un moine ici? Le moine ou la moniale passe un temps de méditation dans sa chambre d'abord, en tout début de journée, puis ensuite prend son petit déjeuner et se retrouve pour une pratique commune à 7h30 pour environ 45 minutes de méditation silencieuse, à la fin de laquelle on récite le sutra de la Prajnaparamita, de la grande sagesse. Ensuite, la matinée est consacrée à la pratique personnelle et à l'étude. Donc voilà, avec Lama, en fait, on s'est inscrit à un cursus de 5 ans avec le monastère de Nalanda qui est situé dans le sud de la France. Et c'est un programme d'études de bouddhisme approfondi. Nous sommes dans le Bodhisattva Charyavatara pour le moment, donc on est dans le dernier chapitre. Voilà, et donc il y a un maître qui nous explique chaque strophe en extension. Et chaque jour sont publiées l'après-midi des questions, 5 questions en rapport avec le sujet du matin. Et le but après, c'est nous le soir de reprendre les cours et de répondre à ces questions pour que le lendemain, au groupe de discussion, de 8h à 9h30, on réponde à ces questions, on échange autour de ces questions. Il faut associer l'étude, la réflexion et la méditation. Donc ça, c'est la part étude et réflexion. Et la méditation, eh bien, c'est la mise en pratique de ce que nous avons compris dans l'enseignement. Et c'est ça la pratique du Dharma. La pratique que je fais le matin, c'est essentiellement la pratique du refuge et de la bodhicitta. On va mettre l'accent sur la motivation de réaliser l'éveil, de transformer son esprit pour être à même d'aider les êtres à eux-mêmes réaliser l'éveil. Et donc c'est une pratique qui s'accompagne de grandes prosternations. En fait, on fait participer le corps, la parole et l'esprit. Le corps se prosterne. Au niveau de l'esprit, en fait, on va se visualiser entouré de tous les êtres du samsara, tous les êtres, nos proches, tous les êtres humains, mais d'une manière générale, tous les êtres sensibles. On va les visualiser en train de pratiquer avec nous, qui sont en train de prendre refuge auprès du Bouddha, du Dharma, de la Sangha. Donc moi, j'ai choisi de faire les préliminaires, ce qu'on appelle les préliminaires au Mahamudra. Et donc, moi, je suis encore dans le premier des préliminaires, donc refuge et bodhicitta, qui consiste à prendre refuge avec la visualisation de l'arbre de refuge. Et puis la bodhicitta, on inclut avec nous tous les êtres. On va se prosterner devant les sources de refuge avec tous les êtres. Voilà, donc moi, je fais les prosternations tous les matins. Hein, je suis dans cette pratique-là. Donc j'avance d'une perle à chaque... Lama a commencé depuis 3 ans à peu près. On a commencé une série de week-ends qui sont ouverts à tous, hein, qui sont des week-ends d'études, qui donnent les bases vraiment du bouddhisme. Comme j'estime que c'est des bases solides que moi je n'avais pas encore, hein, j'ai envie de faire en sorte d'acquérir ces bases. Donc ce que je fais après chaque week-end, je reprends les ouvrages, je prends des notes et puis j'essaie bien sûr de comprendre d'abord et puis de mémoriser. Je reviens sur les week-ends précédents en espérant voilà, que j'aurai à partir de là ces bases-là bien établies. Donc je me concentre un peu là-dessus dans mes moments d'études. La
pratique du mandala que je vais faire permet de lâcher prise par rapport à l'attachement, ce qui va permettre de vraiment apprécier ce qu'on a. J'ai déjà fait une fois les pratiques préliminaires, il y en a 4 en tout. J'ai déjà fait une fois et là je recommence à le refaire encore une deuxième fois et je suis déjà là à la 3e pratique. Et les pratiques c'est le refuge bodhicitta, pratique de Vajrasattva, une accumulation de mantras. Après il y a la pratique du mandala que je suis en train de faire, pratique d'offrande, et après une pratique du guru yoga. La terre est parfumée d'eau odorante et parsemée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, visualisant cela comme le royaume du Bouddha. Je l'offre afin que tous les êtres puissent jouir de ce royaume parfaitement pur. Idam Gulu Ratna Mendalakam Yetayami. La terre est parfumée d'eau odorante. À tour de rôle, il y en a un qui vers 11h descend à la cuisine pour préparer le repas pour tout le monde, à la fois pour la communauté, mais pour les personnes qui viennent pour déjeuner et participer à la méditation de midi, puisque la 2e méditation commune est à midi. C'est une méditation silencieuse sur le calme mental. Voilà, donc aujourd'hui, c'est mon tour de cuisine, puisqu'on le fait à tour de rôle. Midi et soir, donc voilà, en fonction du menu qui est affiché sur le tableau, on réalise le repas. Donc j'ai arrêté les études ce matin puisque c'est mon tour, et puis cet après-midi on a des amis du village qui viennent nous rendre visite, qui viennent faire la méditation avec nous à midi, et puis qui partageront le repas avec nous, voilà, qui passeront un petit moment au centre cet après-midi. J'ai vaguement entendu une cloche après. C'est bizarre, c'était dans le et puis... On fait la main à la vaisselle. Après le déjeuner, eh bien l'activité est consacrée à l'organisation du centre, voilà, diverses activités qui se terminent par une dernière pratique collective à 18h, qui est la pratique de Chenrezig, la compassion. Et puis la soirée, par contre, est libre et chaque moine, chaque monial, eh bien, peut refaire un temps de méditation, d'étude ou se reposer. Voilà, ça se passe comme ça en semaine. Il y a des petites variantes en week-end, mais en gros, c'est comme ça que ça se passe, la vie d'un moine ou d'une moniale ici à Bodhicharya France. Alors voilà, je suis trésorier de l'association cultuelle à la Sangha monastique. C'est une association qui a été créée dans le but d'aider les moines et moniales qui n'ont pas suffisamment de ressources. Par exemple pour l'achat de chaussures, pour l'achat de billets de train, pour aller voir la famille. Mais la plus grosse part des dépenses de l'association Aida Sangha monastique, c'est pour la cotisation retraite et pour la sécurité sociale des moines. C'est une part très importante. D'ailleurs, la plupart des dons qui sont faits à SM servent à financer la cotisation retraite et la sécurité sociale. C'est une association qui fonctionne indépendamment de l'association culturelle Bodhicharya France. Elles ont le siège social qui a la même adresse, mais elles ont un fonctionnement qui est bien distinct, bien séparé. Et puis ASM sert également à financer la construction des chalets pour la zone monastique qu'on a débuté en 2020. L'objectif des chalets, c'était de permettre aux moines d'avoir une zone monastique. Au départ, il était prévu de créer vraiment une structure monastique, et puis en fait, comme on n'avait pas
les permis de construire, on s'est dit on peut créer une zone monastique, mais à ce moment-là, au lieu de faire une structure, on va créer des petites structures qui font moins de 20 mètres carrés. Aujourd'hui, on en est à 3 chalets, on est 5 en tout, donc on envisage de commencer les travaux du 4e chalet au printemps. Mais il y a tout ce qu'il faut pour une personne, pour passer du temps en retraite ou pour un moine célibataire donc. Il y a un petit coin cuisine, il y a le coin salle de bain, donc avec toilette, donc tout ce qu'il faut. Et donc l'avantage de ces chalets, c'est que ça offre des conditions de pratique qui sont vraiment idéales, quoi. On est retiré, on est en pleine nature, on a une intimité, contrairement au fait de vivre dans le centre sur place où quelque part dès qu'on sort de notre chambre on est déjà dans un espace public. Le fait d'avoir un endroit à soi, ça permet plus d'intimité puis de séparer la zone d'activité de la zone de pratique. En tout cas moi j'apprécie vraiment ces conditions très favorables. Voilà, donc je suis également en charge de la maintenance, la mise à jour de la page du site, la page d'actualité. Et puis également de la page Facebook, on a un compte Facebook qu'on met à jour régulièrement avec toutes les informations, les activités qu'il y a au centre, les événements importants, les échanges entre les autres Bodhisattva, Berlin, Belgique, un petit peu partout, on échange aussi des données. Ici, Bodhisattva France, oui, c'est la représentation de l'activité de Ringo Rinpoche, mais il y a d'autres Bodhisattva en Allemagne, en Scandinavie, en Slovénie, au Portugal. Je me rends régulièrement d'ailleurs pour enseigner en Allemagne, à Berlin, au Portugal, à Faro. Dans les étagères, il y a les ouvrages du Dalai Lama, les ouvrages des autres maîtres, les traités qui sont en rouge, les biographies. Et puis là, c'est les autres traditions bouddhistes. Voilà, donc quand j'ai un nouveau livre, donc là c'est un livre qui a été donné, je rentre simplement dans le logiciel, je vais dans cataloguer, voilà. Et je rentre l'ISBN du livre. Et moi, je vais créer un nouvel exemplaire. Donc, ça me donne automatiquement le numéro. Il numérote au fur et à mesure. Je vais mettre les gommettes. Alors, les autres mètres, c'est l'étagère des gommettes bleues. Ça permet aussi de repérer plus facilement où ranger les ouvrages. J'ai pris l'affiche, l'auteur, voilà, du centre. Je suis également responsable de la boutique du centre de Bodhisattva France, où on propose divers ouvrages pour l'étude et la pratique du bouddhisme. On a aussi de l'artisanat en provenance du Népal, enfin diverses choses, mais c'est principalement en ce qui concerne l'étude et la pratique du Dharma. Mon activité consiste à la gestion du stock, à passer les commandes, à faire la vente. J'ouvre principalement le samedi, quand il y a les enseignements, quand il y a du monde, j'ouvre 1 heure de temps la boutique. Et puis la semaine, ça se fait un peu sur demande, selon les personnes qui fréquentent le centre. Alors, après que les gens sont partis, ils ont déjà fait leur ménage, mais je vérifie quand même l'état des chambres et je donne un petit coup si je vois quelque chose que je peux améliorer. J'ai la liste des stocks à vérifier chaque semaine et je regarde dans les étagères tout ce qu'il y a et je note au fur et à mesure. Le miel, il y en a assez. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Donc c'est bon. Mot d'inscrit, le nombre de personnes qui sont inscrites à chaque repas. Donc le midi, le soir, chaque jour. Je pars en fait du menu de la même semaine, en gros, 1 an avant. Puis voilà, simplement, je vais calculer le nombre de convives chaque jour en fonction de ce qu'elle a écrit. Je regarde en fait en fonction du menu et du nombre de personnes, je calcule ce qu'il faut. Et puis je retire ce qu'on a déjà en stock, que j'ai noté tout à l'heure. On achète beaucoup de
produits surgelés, alors ça permet d'éviter le gaspillage. On a toujours des incertitudes sur le nombre de personnes et après tous les produits frais, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps et qu'on n'a pas forcément le temps de... Et puis on achète du bio beaucoup quand même. Il faut peut-être que tu prennes des petits sacs rouges en plus, des sacs... Ouais, une fois par semaine, je descends chercher des courses que Drolma a commandées sur internet. À Saint-Dié, on a toujours été très bien perçus. Même des fois, on nous pose des questions. Ça nous arrive dans le magasin. Passez une bonne journée. Merci. Merci vous aussi. Alors, on a la chance d'avoir à Luce un couple de chevriers qui produit des fromages de chèvre qui sont excellents. Et c'est du fromage bio. Et on a aussi un boulanger et sa femme, c'est aussi un couple qui se sont installés en boulangerie à Luce et qui font du pain excellent, du pain bio au levain. Et donc, je commande à la chèvrerie et à la boulangerie. Et je vais chercher le vendredi après-midi, je vais chercher le fromage et le pain sur place. Bonjour Romain. Bonjour Stéphanie. Vous allez bien? Ça va et vous? Eh ben, je peux lui demander et lui en acheter le vendredi. Mieux, hein? Alors oui, j'avais un doute. Du coup, j'ai pris 50 parce que pour les œufs, comme j'avais pas le nouveau tarif, Oui, je me suis dit... 46,80. Ouais. Hein? Voilà, je vous laisse ça. Là, je ferai la commande de toute façon. Ça marche. Allez, bon week-end. Bon week-end à vous. Au revoir. Donc le vendredi, la communauté monastique se réunit pour discuter. C'est un petit peu l'équivalent du chapitre dans les monastères chrétiens. Hein. Et de quoi discute-t-on? Eh bien, d'abord de choses tout à fait matérielles et contingentes. S'il y a quelqu'un à aller chercher à la gare, on établit les tours de cuisine, qui est Tchöpen, qui va être au tambour pendant la semaine. Bon, voilà. Mais aussi, s'il y a quelque chose à se dire entre nous, c'est le vendredi où on se dit les choses. Si quelque chose s'est passé entre deux personnes, eh bien on s'explique. Une fois par semaine, il y a cet espace pendant lequel on peut vraiment expliquer les choses, ce qu'on ressent, et ça c'est très important. Et ce jour-là, il y a aussi l'échange avec la secrétaire pour l'organisation du centre. Les moines, la sangha monastique, ont pour premier rôle, première fonction, c'est celui de la transmission du dharma. À la fois par les enseignements, mais par aussi les initiations dans le Vajrayana. Et cette transmission doit se faire de façon pure, authentique, et surtout basée sur l'expérience du moine ou de la moniale. Et lors des week-ends ou lors des séjours aussi individuels que peuvent faire les personnes, il y a des échanges entre ces personnes et puis les moines sur
leur pratique personnelle, mais aussi sur des situations que les personnes peuvent traverser et qui posent question. Et nous proposons donc la transmission du Dharma par le biais de week-ends d'études ou de pratiques, de découverte du Dharma, d'approfondissement de notre pratique du Dharma. Donc il y a plusieurs niveaux. Il y a aussi la proposition de retraite individuelle ou de retraite collective, ouverte évidemment à toute personne. Tous les 15 jours, le mercredi soir, on a 1h30 de réunion par Zoom pour ce qu'on appelle le Sangha étude, c'est-à-dire qu'on prend un texte et on voit, chacun cherche, comment ce thème est développé par différents maîtres bouddhistes de toutes lignées confondues, et on partage ensuite ce que chacun trouve lors de cette soirée. Pour le week-end prochain, c'est un week-end d'instruction sur la pratique de la vision pénétrante concernant le Mahamudra du Gange. Donc j'ai un texte sur lequel je m'appuie, en l'occurrence le commentaire de Ringo Tulku Rinpoche, et voilà, et je prépare donc le week-end prochain en me plongeant dans ce texte une semaine avant. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je rappelle que dans notre pratique du Dharma, de l'enseignement du Bouddha, nous devons développer 3 aspects: l'étude, la réflexion et la méditation. L'étude, il nous faut encore et encore développer notre compréhension du Dharma, et pas seulement en lisant soi-même les textes, mais en écoutant les commentaires de ces textes par des grands maîtres qui nous poussent d'une certaine façon à comprendre un peu plus en profondeur tel texte que ce que l'on pourrait comprendre par nous-mêmes. C'est le sens de l'étude. Et à partir de l'étude, nous n'avons pas à croire ce que le Bouddha a dit, mais nous devons y réfléchir de façon à vraiment se poser la question de comment intégrer cet aspect-là du Dharma à notre propre pratique, à notre propre expérience. Après cette réflexion, nous devons méditer l'enseignement, et la méditation, c'est en fait se familiariser avec ce point de l'enseignement. Donc il n'y a pas à étudier pour retenir une compréhension intellectuelle, mais nous devons étudier, réfléchir à l'enseignement de façon à l'intégrer ensuite à notre vie quotidienne. Et pour tous les textes, pour toute notre pratique du Dharma, ces 3 aspects, l'étude, la réflexion et la méditation, sont vraiment importants. On a organisé ce week-end un week-end de la pratique de Tara verte, qui est une pratique qui est propre au Vajrayana, c'est-à-dire propre au bouddhisme tibétain. Et contrairement aux autres pratiques, c'est une méditation ritualisée pendant laquelle en fait on va se familiariser avec un symbolisme, lire un texte liturgique, jouer des instruments. On va faire participer à la fois le corps qui fait des mudras, qui joue des instruments, la parole qui va lire, réciter des prières, des mantras, et l'esprit qui va méditer en prenant pour support des visualisations. Ça, c'est vraiment les caractéristiques des pratiques du Vajrayana, comme ce week-end où on va faire la pratique de Tara verte. Om Shama, la vénérable noble libératrice,
Je vous rends hommage, Marie la libératrice, prompte et courageuse. Et donc cette fois, le nectar de Tara s'écoule de son orteil droit et vient remplir le corps de tous les êtres. Et il nous apporte la bénédiction, les accomplissements de Tara. Bien. Alors il faudrait une personne pour préparer le buffet, nettoyer les tables après le repas. Johan. Moi je vais bien. Johan, ah ben j'ai entendu Johan d'abord. Voilà, donc il faut un verre. Donc là on fait un temps de l'écor, c'est un temps dans lequel on associe la pratique à l'activité. Donc en fait chacun s'inscrit à une tâche, ça peut être le ménage, ça peut être la cuisine, ça peut être les entretiens à l'extérieur. Et donc on profite de ce temps d'activité pour mettre en pratique ce qu'on a entendu pendant les enseignements, c'est-à-dire faire ce qu'on a à faire, mais tout en étant conscient de ce qu'on est en train de faire, une sorte de méditation en action. Et puis c'est aussi un moment qui permet aux gens de participer de l'activité du centre, parce qu'en fait le centre n'appartient pas aux moines qui résident, le centre va devenir ce que les gens en font. En général, les week-ends, ça tourne entre 10 à 20 personnes. Et donc là, on est 15, donc je suis en fait le menu. Les quantités ont déjà été préparées à l'avance quand Drodma a préparé les courses. Donc c'est Data qui nous a fait le dal indien. Wow. Salut. Ça fait 4 chacun. Ouais. Donc je m'arrête à Naropa. Ok, c'est ça. Marpa. Non, Marie. Ok, ça marche. Le ménage des chambres repose essentiellement sur les participants qui vont faire leur chambre à fond afin que la personne qui passe après ait une chambre propre. Et puis ensuite, nous on arrive juste pour parfaire le ménage. Voilà, voir si tout a été bien fait. Il y a quelques années, donc, la Matsultrim m'a demandé de reprendre les Choling, donc ces petits groupes. Choling en tibétain, ça veut dire jardin du Dharma. Le projet de la Matsultrim, donc, qui a fait ça pendant des dizaines d'années, c'était d'offrir l'enseignement aux gens, mais à proximité, de manière accessible, donc près de chez eux. Voilà, maintenant c'est moi qui me déplace donc, dans ces différents groupes, il y en a 8. Donc je prends ma voiture, je me déplace le soir, et puis en général ça se passe vers 20h, ça dure 1h30. Pendant cette heure et demie, donc, je commence par une méditation d'une demi-heure où je rappelle les instructions de la méditation du calme mental, tel que c'est enseigné donc, dans la voie bouddhiste. Ensuite, je vais aborder un thème de l'enseignement. Et c'est pour ça que là je suis en train de préparer, parce que je ne suis pas forcément toujours très à l'aise pour parler en public. Donc je prépare toujours un peu ces rencontres-là. Et donc là en ce moment on est en train d'étudier
la patience, comment pratiquer la patience dans le bouddhisme. Et donc du coup je m'appuie sur un texte, sur des commentaires, parfois sur des vidéos, des enseignements, des enregistrements que j'ai reçus. Et puis voilà, je suis en train de prendre des notes sur ce que je vais dire ce soir. Donc on est parti pour Épinal, et donc Épinal c'est le premier Choling que je fais au début du mois, et il y en a 8 en tout. Donc après Épinal il y a Luce, ensuite il y a Belfort, ensuite la semaine d'après je fais Nancy et Meudon en région parisienne, et la semaine d'après je fais Colmar, Mulhouse et Strasbourg. Et une fois tous les trimestres, je vais à Belle-Île. Et donc à chaque fois, en fait, je vais développer un point de l'enseignement du Bouddha. Et je vais répéter en fait le même enseignement dans les 8 groupes. Il y a quand même pas mal de voitures, il faut aimer conduire, quoi. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens, le fait de pouvoir rencontrer le Dharma. L'enseignement qui est proposé dans les Choling, c'est un enseignement qui est vraiment accessible à tout le monde, à la fois des gens qui sont déjà familiarisés avec les enseignements bouddhistes, mais aussi les gens qui souhaitent découvrir. Et après, lorsque les personnes souhaitent aller plus loin dans la pratique bouddhiste, on leur conseille de venir au centre, à Luce, au centre Bodhicharya, où on organise des cycles d'enseignement, d'études, de méditation pour aller plus loin dans la pratique bouddhiste. Alors chaque Choling se déroule dans des salles louées par l'association, et dans chaque Choling il y a un responsable dont la fonction est d'accueillir les gens et de préparer la salle avant l'enseignement. Non, j'ai pas. Oui, j'ai vu qu'il y avait le rappel. J'ai encore moins 5. Dans le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Et particulièrement le chapitre sur la patience, qui tient en quelques pages. Mais ce chapitre sur la patience, il est commenté, mais partout. Alors on va commencer par un petit temps de méditation comme d'habitude. On se relaxe le plus possible. Et si on peut garder les yeux ouverts, c'est bien. Donc para ça veut dire au-delà, et mita ça veut dire aller. Donc on pourrait traduire par aller au-delà, traverser. La première chose, c'est de comprendre que ces émotions nous sont néfastes. Le fait de savoir ce qui s'est passé, comment j'ai réagi, ça m'a aidé à clarifier, et donc du coup ça m'a apporté des clés pour moins me laisser emporter. Des pruniers. Et du coup maintenant ils vendent des pruniers. Ok, ah, c'est marrant. Ça aussi les aide, ça les aide à... Le centre Bodhicharya France fait partie de la CBA, de la communauté bouddhiste d'Alsace, qui organise chaque année, entre autres, mais c'est l'aspect le plus visible, la fête du Bouddha à Strasbourg, sur un week-end, en général début juin. Des échanges avec d'autres communautés religieuses. On participe au dialogue interreligieux. Les moines et les moniales ne sont pas coupés
du monde. Il y a un échange avec les personnes de l'extérieur, et la Sangha appelle quelquefois un moine ou une moniale pour accompagner une personne en fin de vie, ou pour faire les pratiques de la mort quand une personne est décédée. Nous participons chaque année à la formation des soins infirmiers. En deuxième année, il y a un échange avec des représentants des différentes religions, et donc nous, en tant que bouddhistes, nous y participons pour expliquer aux étudiants infirmiers quelle est la position du bouddhisme sur les pratiques de fin de vie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire auprès d'une personne mourante, quelle est la position du bouddhisme sur l'euthanasie, sur le don d'organes. Également, notre centre participe dans le cadre de l'UBF, de l'Union bouddhiste de France, à l'aumônerie bouddhiste qui existe maintenant dans plusieurs prisons, notamment dans le Grand Est. Le centre également organise régulièrement, environ tous les 3-4 ans, un pèlerinage d'une quinzaine de jours sur les pas du Bouddha. On va en Inde et au Népal sur les lieux saints qui sont les plus importants pour les bouddhistes. Mani Padme Hum.